Dans le monde, il y a des milliers de profils spécialisés en SEO, en référencement organique. Pourtant, d'un profil à l'autre, les résultats sont parfois opposés et je pense qu'on est dans une discipline où justement il y a énormément de variance de résultats entre les personnes parce que les process ne sont pas les mêmes, parce que les tests effectués n'ont pas été les mêmes, les méthodes retenues n'ont pas été les mêmes et donc à la fin les résultats ne sont pas les mêmes. Comme je l'ai toujours dit en SEO, il n'y a jamais une méthode parfaite qui marche parfaitement, une méthode universelle sur toutes les thématiques. Donc, disons que ceux qui s'en sortent le mieux réunissent un certain nombre de critères et justement, je vais les énumérer ici. La première différence entre un bon SEO et un mauvais SEO, vous pouvez l'entendre, vous pouvez le comprendre comme bon SEO, résultat SEO, ou bon SEO, bon profil SEO. La première différence, c'est les prédispositions de base. En général, les meilleurs SEO sont toujours ceux qui sont le plus curieux, qui, je dirais, quand ils ont découvert la discipline, peut-être pas la première fois, mais au fur et à mesure qu'ils ont été un peu confrontés à cette discipline-là, ont développé une curiosité naturelle pour la discipline et ont voulu tout de suite comprendre comment ça fonctionnait, etc. Si je prends mon propre exemple, dès le début, je trouvais ça un petit peu magique, par exemple, je me disais, mais c'est quand même assez fou qu'on puisse influencer comme ça les résultats d'un moteur de recherche. Et naturellement, j'ai quand même voulu en savoir un petit peu plus. Et c'est ce qui m'a mené au fil des années, justement, à faire mes tests sur mes propres sites, à créer mes propres sites, etc. Et ce qui, pour moi, justement, constitue quand même une différence majeure entre un bon SEO et un mauvais SEO. Cette première différence, elle est vraiment fondamentale parce que, en fait, on différencie du coup les SEO qui font ça par plaisir, qui voient ça un petit peu comme un jeu et donc qui vont progresser de manière satisfaisante en fait au fil des mois, au fil des années, de ceux qui voient ça plutôt comme un gagne-pain, qui font ça par défaut, qui n'ont pas envie plus que ça de progresser, d'être bon dans leur domaine, et c'est totalement ok, mais c'est ce qui fait réellement la différence entre quelqu'un qui va avoir des super résultats et quelqu'un qui va se contenter du minimum et qui va donc avoir des résultats à hauteur du minimum. Un autre facteur qui explique beaucoup de résultats des SEO, des bons SEO, et beaucoup de non-résultats des mauvais SEO, entre guillemets, ça va être l'aspect discipline. Parce que vous pouvez avoir toute la curiosité du monde, vous pouvez avoir toutes les prédispositions du monde niveau intellectuel, curiosité, test, etc. Si vous n'êtes pas discipliné sur vos propres projets et que vous passez rapidement d'un projet à l'autre, le SEO n'aura pas le temps de compound, donc en gros de grossir dans le temps, et donc vous n'aurez pas des résultats impressionnants, alors que de base, votre curiosité et vos skills sont peut-être là. Donc la discipline, ça se cultive de différentes manières. Je pense qu'il y a des personnes qui naissent plus ou moins organisées, disciplinées, peut-être par l'éducation des parents, mais sachez que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez travailler. Alors que la curiosité, je pense que ça se travaille aussi, mais je pense que c'est quand même un peu moins rationnel comme aspect. Et la discipline, c'est justement en s'habituant en fait à tenir des habitudes, à tenir un rythme, à, je sais pas, noter ce que vous devez faire sur une to-do list, à respecter ces engagements-là, à s'organiser dans le temps. Au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus discipliné, que ce soit dans le sport, dans le travail ou par exemple là, dans le SEO. Un troisième critère, et ça c'est un point commun que je vois quand même pas mal justement dans les SEO que j'ai pu analyser, fréquenter, c'est d'avoir travaillé avec de bons SEO. En fait, si vous partez tout seul, tout seul, tout seul, vous pouvez devenir bon, mais si vous avez fréquenté de bons SEO, que ce soit en agence, dans un collectif de freelance, ou même chez un annonceur par exemple, si votre début, le début de votre aventure en SEO, ça a été de rejoindre le pôle SEO de Decathlon France, évidemment que c'est un énorme accélérateur en termes de process. Moi, je sais que l'agence, je trouve ça vraiment trop bien pour ça. Parce que par exemple, donc on différencie l'agence quand vous bossez dans une agence qui bosse elle-même pour plusieurs clients de l'annonceur quand vous bossez chez Decathlon, chez Intersport, chez Conforama. Voilà, ça c'est quand vous êtes dans une vraie boîte, entre guillemets, on dit que vous travaillez chez l'annonceur. Chez l'annonceur, vous allez pousser des process très très loin, comme par exemple la partie reporting, adaptation de la stratégie par rapport aux résultats, tout ça, ça va être beaucoup plus poussé qu'en agence. Par contre, ce qu'il y a, c'est que en agence, vous allez être confronté à plein de typologies, enfin à des typologies de sites vraiment différentes. Et donc ça, c'est vraiment pour le coup bénéfique parce que vous allez voir,
c'est quoi les patterns, en fait, les points communs entre vos différentes stratégies SEO sur différentes thématiques. Et donc, vous allez comprendre rapidement, je trouve, le 20-80. Justement, c'est comme si vous meniez différents tests en parallèle, que vous aviez différents retours sur différents sites, différentes thématiques, différents mots-clés stratégiques. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais si jamais vous n'avez pas la chance de bosser en agence ou chez l'annonceur, bon déjà, il faut savoir que en général, si vous montrez que vous avez vos propres projets SEO, que vous êtes motivé, que vous êtes curieux, même si vous êtes 100% débutant, en général, vous êtes quand même un profil intéressant pour une agence ou un annonceur. Après, il faut voir si vous pouvez faire un stage ou une alternance. Évidemment, c'est plus facile de rentrer dans ces boîtes-là. Mais même en CDI ou quoi, en CDD, honnêtement, si vous montrez que vous êtes curieux, que voilà, vous êtes prêt potentiellement à commencer un salaire pas mirobolant. De toute manière, votre objectif de base, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus de vivre convenablement forcément, mais surtout d'apprendre. Je pense que c'est ça la priorité. Moi, je l'ai toujours dit, mais j'ai été payé pour apprendre le SEO en alternance. Je faisais des mois à 700 euros, des trucs comme ça. Bon, bah voilà, c'est l'alternance, c'est normal, mais j'étais super heureux, j'apprenais et c'est tout ce qui m'importait, quoi. Ok, quatrième critère, c'est la remise en question permanente. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas facile, surtout quand on a des méthodes qui marchent. En fait, vous pouvez réunir toutes les conditions précédentes que je vous ai énumérées, être pendant un temps un des meilleurs SEO de France, c'est pas très compliqué, je pense, on n'est pas non plus des centaines de milliers, mais vous faire dépasser en quelques années parce que vous stagnez sur vos process, vous gardez les mêmes process alors qu'il y a des technologies IA qui sortent, des trucs comme ça. Faut pas non plus vouloir absolument maîtriser tous les derniers outils, etc. Mais voilà, moi je sais qu'il y a des moments où je me dis, bon, là par exemple récemment quand j'ai utilisé, quand j'ai payé pour la première fois ChatGPT, que j'ai accédé aux versions payantes, notamment avec le modèle 4o, je me suis dit, ok, non, là il y a vraiment quelque chose, le truc est capable de me faire des textes très très bons en suivant mes indications, je vais revoir tous mes process et aujourd'hui bah, j'ai une conversation par étape de création de contenu, par exemple avec ChatGPT, ça marche très bien et j'ai fait mes process comme ça et je suis très content. J'ai plus du tout besoin de rédacteur. Je peux aller très loin sur des sujets comme développer des features UX sur les pages. Je peux maintenant aussi faire des données structurées très poussées en 2 clics. Bref, franchement, je regrette pas du tout et je pense que voilà, faut avoir un peu cette logique-là de se dire, pas forcément sauter sur, encore une fois, toutes les nouvelles technologies qui sortent ou qui sont disponibles, l'automatisation Make, N8N, c'est impossible de toute manière. Mais voilà, moi par exemple, mon truc, c'est de me dire, ok, là quand même, avec un outil super simple d'utilisation qui est ChatGPT, je peux faire de belles choses avec juste une conversation un peu template par étape. Et donc voilà, j'ai set up un peu tout ça. Ça m'a pris quelques jours. Aujourd'hui, je suis très content et j'ai un vrai gap dans la qualité des contenus que je peux produire pour mes sites et mes clients. Dernier point sur cette notion de remise en question, ça peut être difficile en SEO particulièrement parce que comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de règle fixe et donc une fois qu'on a une méthode qui marche, on peut se dire c'est la meilleure méthode. Alors que pas forcément, vous avez peut-être une méthode qui marche, peut-être que le voisin a une méthode qui marche, mais encore mieux, avec de meilleurs résultats, en y passant moins de temps que vous. En fait, vous ne savez pas vraiment tant que vous ne comparez pas directement vos méthodes avec les autres. Donc ça rejoint un peu le point d'avant qui était du coup d'avoir été formé par de bons SEO. Et bah c'est bien aussi de se remettre en question et de rester en contact avec d'autres bons SEO, d'avoir, je sais pas, une conversation WhatsApp avec 3-4 personnes pour échanger les process, les manières de faire, essayer de choper des personnes comme vous qui vont être curieuses, qui vont vraiment vouloir tester de nouvelles choses. Franchement, c'est hyper bénéfique. Dernier point, c'est d'avoir bossé sur ses propres sites. J'en parlais au début de la vidéo, mais en fait, il y a une raison très précise. Quand vous bossez sur vos propres sites, vous pouvez vous rendre compte de manière assez directe des résultats de vos actions. Alors que quand j'étais en agence, du coup, il y avait bien cette différence entre ceux qui bossaient que pour les sites des clients, qui faisaient pas trop de SEO sur leur temps libre, et c'est tout à fait respectable, hein, on n'a pas forcément envie de faire que ça de sa vie non plus, et ceux qui en plus avaient leur projet perso ou avaient eu par le passé leur projet perso. Et je suis convaincu en fait que avoir ces projets perso, ça permet de développer justement une bien meilleure intuition sur ce qui pourrait marcher ou pas à court, moyen, long terme en SEO. Il faut que vous pensiez business et que vous sachiez prioriser les actions. C'est l'avant-dernier point. C'est cette notion d'à la fois avoir cette vision business pour le client ou pour son propre site, à savoir, bah, ok,
quels mots-clés cibler, quels mots-clés sont vraiment plus susceptibles que d'autres d'être tapés par des prospects potentiels, quels mots-clés vont être plutôt business et à contrario, quels mots-clés vont être plutôt à tendance informationnelle, et donc de différencier tout ça et bien de mettre le SEO au service du business du site et pas l'inverse, à savoir faire du SEO pour faire du SEO, pour faire croître une courbe de trafic, pour augmenter ses clics Google Search Console, ses impressions, son nombre de mots-clés positionnés, mais au final ne pas générer de vente parce qu'on justement n'a pas priorisé tout ça. Et l'autre axe, c'est la priorisation mais globale du SEO, à savoir quelles actions, et c'est lié je trouve à la partie test, quelles actions vont vraiment apporter le plus de résultats dans le cas que j'ai sous les yeux. Est-ce que ça va être par exemple de gagner en web performance? Ça peut être le cas pour un site qui a des centaines de milliers d'URL et qui a de vraies dettes en web performance. Alors dans ce cas-là, faire des recommandations et appliquer des optimisations de web performance à l'échelle globale qui vont bénéficier en fait à l'entièreté des pages du site, l'entièreté du site, c'est 20-80. Dans un autre cas, si vous avez un site qui est un site WordPress où globalement la web performance est très bonne parce qu'il y a déjà des plugins en place et qu'en plus le site fait 150 pages, là c'est peut-être pas du tout prioritaire. Et en fait, il y a un peu ça en SEO, c'est que comme il n'y a pas de recette fixe, de méthode fixe, on peut avoir tendance à vouloir tout faire. Toujours tout faire, tout faire, tout faire. Et je pense que dans un premier temps, c'est bien, c'est même sain pour justement par la suite comprendre ce qui marche, dans quel cas, et donc à la fin vraiment prioriser. Par exemple, quand je fais des audits techniques pour les sites de mes clients, je leur dis tout le temps, voilà, il y a toutes ces recos-là, il y a 7 ordres de priorité là, de 1 à 5, et il y a le temps d'intégration que j'estime à chaque fois pour les recos. Comme ça, on peut vraiment faire la part des choses entre ce qui va vraiment potentiellement booster le site d'un point de vue SEO, et à contrario, ce qui faut faire parce qu'il faut le faire, mais qui ne va pas vraiment, a priori, être game changer pour le site du client. Enfin, tout dernier point, et c'est super important, surtout si vous êtes prestataire, c'est d'être pédagogue. Ça, je pense que c'est une compétence de base, être pédagogue. On peut l'avoir plus ou moins à la naissance, on va dire, entre guillemets, de manière innée. On peut la développer aussi avec le temps, mais surtout, la pédagogie, ça reflète, je trouve, une réelle compréhension du SEO. Savoir expliquer quelque chose de complexe avec des mots simples pour un débutant qui comprend réellement ce que vous dites, l'intérêt de ce que vous faites, c'est que réellement, vous avez, je pense, compris la discipline. Et donc, ceux qui manquent de pédagogie, soit voilà, c'est des profils qui aiment bien faire du SEO technique dans leur côté, un peu le profil développeur, qui parfois n'a pas trop envie d'interagir avec le client, qui préfère bosser de son côté, il n'y a aucun problème. Ou soit ça peut être un vrai problème de compréhension réelle du SEO. Et on en revient à cette notion aussi de priorisation, à savoir quelles actions apportent quels résultats. Et aussi, c'était un point que j'avais abordé dans une vidéo précédente, c'est toujours la différence, faire la différence, et c'est compliqué de savoir faire la différence, entre les techniques, donc par exemple, je reprends l'exemple du cocon sémantique, qui est une technique de maillage interne, qui a fait ses preuves, et le principe à la base de la technique, ou les principes à la base de la technique. Cocon sémantique égale technique, lien interne proche sémantiquement égale plutôt le principe qu'on va venir respecter. Et en fait, c'est un autre truc, un autre élément de compréhension de n'importe quelle discipline, c'est quand vous arrivez à comprendre vraiment les principes à la base qui fonctionnent, vous pouvez vous cantonner à ces principes-là sans forcément passer par les techniques marketées, qui parfois d'ailleurs sont bullshit, hein, évidemment. Et voilà, enfin, bon, bref, tout ça pour vous dire, la pédagogie, ça vient en soi, c'est un truc en soi. C'est une compétence en soi détachée du SEO, mais ça vient aussi avec la réelle compréhension du SEO.